Avez-vous déjà remarqué à quel point le divorce semble suivre un scénario presque prévisible? Je ne parle pas des procédures judiciaires, des papiers signés ou du partage des biens. Ce qui intrigue vraiment, c'est ce qui vient après, la transformation silencieuse à laquelle presque toutes les femmes sont confrontées à la fin d'un long mariage. Et le plus curieux? Personne n'en parle honnêtement. On voit les photos sur les réseaux sociaux, les légendes inspirantes, les voyages entre amis, les dîners remplis de vin et les déclarations de liberté. Tout semble parfait, impeccable. Mais quiconque a vécu cela ou a suivi un proche sait qu'il y a une autre histoire derrière les rideaux. Un schéma qui se répète avec une régularité presque effrayante. Aujourd'hui, nous allons au-delà des apparences. Explorons le chemin psychologique qu'emprunte une femme lorsqu'elle met fin à une relation de plusieurs années. Les phases que vous traversez, les changements de perspective, les défis inattendus que personne ne prédit surgiront. Il ne s'agit pas de pointer du doigt des coupables ou de prendre parti. Il s'agit de comprendre ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un démonte la vie qu'il a construite et essaie de construire quelque chose de nouveau avec les pièces qui restent. Car la vérité est que ce qui ressemble à la liberté vue de l'extérieur est souvent très différent lorsqu'on le vit de l'intérieur. Et une fois que vous voyez ce schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Imaginez la scène. Vous êtes dans la maison qui appartenait autrefois à vous deux, aujourd'hui divisée. Le mobilier a changé, la moitié des photos ont disparu. Les routines qu'il suivait depuis des années, le petit déjeuner partagé, les conversations nocturnes, le rythme prévisible de la vie ensemble ont disparu du jour au lendemain. La première semaine, tout semble irréel. Il y a un soulagement mêlé à une peur paralysante, une liberté mêlée de regrets. Le lit semble immense, le silence assourdissant. Chaque recoin de la maison abrite le fantôme de ce qui n'existe plus. Mais voici le détail fascinant, l'esprit ne traite pas la perte de manière linéaire. Cela ne passe pas directement de la tristesse à l'acceptation. Au lieu de cela, elle cherche désespérément un récit qui donne un sens au chaos. Et l'histoire qui gagne habituellement, du moins au début, est celle de l'autonomisation. Elle commence à se raconter une version des événements, c'était nécessaire. C'était un acte de courage. Je récupère ma vie. Et tu sais quoi? C'est peut-être vrai. Peut-être que le mariage était vraiment irréparable. Mais l'histoire qu'elle se répète au début ne correspond pas à la vérité absolue. C'est une question de survie. C'est une structure qui permet d'avancer sans s'effondrer sous le poids de l'incertitude. Les amis se mobilisent, renforçant ce récit. Tu mérites mieux. Tu es si fort. Regarde-toi recommencer. La validation est un baume, car elle couvre la voix du doute qui murmure tard dans la nuit, se demandant si la décision était la bonne. Petit à petit, presque sans s'en rendre compte, elle commence à croire réellement à cette version. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La première phase que j'appelle euphorie, et elle est enivrante. Un jour, à son réveil, elle réalise quelque chose de profond, elle peut faire ce qu'elle veut. Vous n'avez besoin de satisfaire personne. Il n'y a plus de concessions à faire, de calendrier à concilier, d'envie à négocier. La liberté est vertigineuse. Cela commence par de petits changements. Changez peut-être la couleur des murs, celle que votre ex n'a jamais aimée. Vous achetez des meubles qui reflètent uniquement vos goûts. Vous vous inscrivez à la salle de sport ou au cours que vous avez toujours voulu suivre, poterie, danse, boxe, peu importe. Ce qui compte, c'est que cela représente une possibilité. La vie sociale explose. Soudain, des invitations qui n'étaient pas arrivées depuis des années sont réapparues. Des amis veulent la sortir, lui présenter de nouvelles personnes, lui montrer tout ce qui lui manquait. Les week-ends sont bien remplis, les nuits sont pleines de promesses. L'emploi du temps, auparavant rempli de dîners de famille et de rendez-vous à deux, lui appartient désormais uniquement. Et puis vient la tension. Personne ne vous dit que cette partie va se produire. Après des années passées à être considérée principalement comme l'épouse de quelqu'un, elle est à nouveau remarquée en tant qu'individu. Les hommes la regardent, les compliments viennent facilement. Les applications de rencontres regorgent de correspondances et de messages. C'est à la fois bouleversant, enrichissant et addictif. Elle publie des photos qui obtiennent plus de likes que tout ce qu'elle a partagé depuis des années. Les commentaires ne s'arrêtent pas, tu es incroyable. Tu passes le meilleur moment possible. Il n'a aucune idée de ce qu'il a raté.
Chaque notification est une dose de dopamine, renforçant l'idée que vous n'êtes pas seulement en train de survivre, mais de prospérer. À ce stade, tout semble possible. Elle croit sincèrement avoir découvert une version d'elle-même qui dormait depuis des années. L'excitation est réelle, la confiance est réelle, le sentiment de libération est absolument réel. Mais voici le problème, l'euphorie a une chimie similaire à la manie. Le cerveau est inondé de substances génératrices de plaisir, d'hormones en quête de nouveautés, de réponses biologiques à un changement radical de la vie. Cela ressemble à l'illumination, mais c'est juste une neurochimie qui agit. Et comme toute extase, elle est éphémère. Parlons de validation. Car c'est à ce moment-là que les premières fissures commencent à apparaître. Les êtres humains sont programmés pour rechercher l'approbation extérieure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la biologie. Les créatures sociales qui évoluaient en groupe savaient que l'acceptation signifiait la survie. Dans un long mariage, la validation devient une routine. C'est dans les petits gestes, les blagues intérieures, la façon dont votre partenaire sait à quel point vous aimez votre café. Ce n'est pas dramatique, mais c'est constant. C'est la base du sentiment d'être connu et accepté. Lorsque cela disparaît, le besoin de validation ne disparaît pas. Cela s'intensifie. Et soudain, elle commence à en recevoir de toutes parts, d'amis, d'étrangers, d'algorithmes de réseaux sociaux conçus pour récompenser l'engagement. Le problème est que ce type de validation est fondamentalement différent. C'est large, mais superficiel. C'est enthousiaste mais impersonnel. Une centaine de likes de connaissances ne peuvent pas remplacer le sentiment profond d'être vraiment vu par une personne. Mais dans la phase euphorique, la quantité masque la différence. Le volume donne l'impression de qualité. Elle commence à prendre des décisions en fonction de ce qui génère les réactions les plus positives. La tenue qui reçoit des compliments, l'histoire qui suscite des commentaires, le choix de vie qui suscite des applaudissements. Sans vous en rendre compte, vous échangez une forme de validation externe contre une autre, mais cette nouvelle version est plus fragile, car elle nécessite des performances constantes. La fatigue n'est pas encore installée, mais les fondations sont déjà en train d'être posées. Puis, généralement entre 6 mois et 1 an plus tard, quelque chose change. Il arrive doucement, comme une brume qui se répand. L'excitation qui semblait sans fin commence à se stabiliser. La nouveauté perd de son éclat. La routine qu'elle a créée pour remplacer l'ancienne commence à ressembler à une routine. C'est la phase de plateau, et ça désoriente. Les rencontres autrefois passionnantes semblent désormais répétitives. Elle a entendu les mêmes lignes d'ouverture, répondu aux mêmes questions sur le divorce, souri aux mêmes conversations creuses des dizaines de fois. Rencontres modernes, avec ses options infinies, ils sont plus forts ainsi, que la solitude est préférable à la déception. Et d'une certaine manière, c'est vrai du moins à court terme. La douleur du rejet, de l'incertitude, de l'effort constant pour s'adapter à un monde qui ne semble pas avoir de place pour cela, est plus facile à supporter lorsqu'on s'habille de choix. Elle se convainc qu'elle n'a besoin de personne, que la liberté est la récompense et non la punition. Mais au fond, il sait que c'est une armure. Une armure fragile, faite de déni et d'orgueil, qui craque sous le poids des nuits et des jours silencieux où l'absence d'un « nous » pèse plus que tout engagement. Mais d'autres femmes suivent un chemin différent. Ils commencent à réduire leurs attentes. Pas intentionnellement, pas consciemment, mais comme mécanisme de survie. La norme qui semblait auparavant non négociable, quelqu'un de stable, de mature, qui vous valorise vraiment, devient de plus en plus flexible. Elle se retrouve à accepter moins que ce qu'elle mérite, non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce que l'alternative est de rester seule. Et la solitude, lorsqu'elle se prolonge, a tendance à déformer la réalité. Cela fait paraître mystérieux un homme émotionnellement distant, le manque d'engagement est interprété comme de la liberté, l'indifférence est confondue avec le respect de l'espace. Elle se convainc qu'elle choisit, alors qu'en réalité elle ne fait que s'adapter à ce qui lui apparaît. Il y en a encore qui reviennent. Pas nécessairement pour l'ex-mari, même si certains le font, mais pour l'idée de ce qu'ils avaient. Ils réécrivent l'histoire dans leur esprit, en atténuant les aspérités, en romantisant les bons moments et en enterrant les mauvais sous des couches de nostalgie. Peut-être que ce ne serait pas si grave après tout, pense-t-il. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. Et puis, sans s'en rendre compte, ils se mettent à la recherche de quelqu'un qui ressemble à celui qu'ils ont perdu. Pas l'homme lui-même, mais le sentiment d'appartenance, de sécurité, de ne pas avoir à expliquer qui il est.
Ils cherchent un substitut, un raccourci vers la familiarité, et deviennent frustrés lorsqu'ils découvrent que personne d'autre ne saura où elle garde ses clés, comment elle aime son café ou quelle musique la calme lorsqu'elle est anxieuse. Mais voici la vérité inconfortable, aucun de ces itinéraires ne constitue réellement une fin. Ce ne sont que des arrêts sur un chemin sans carte. Parce que le divorce n'est pas un point d'arrivée, mais un nouveau départ, et un nouveau départ demande plus que du courage. Il nécessite de la patience. Il nécessite la volonté de se perdre pour se retrouver, d'accepter que l'inconfort fait partie du processus, que l'incertitude n'est pas un signe d'échec, mais que quelque chose de nouveau est en train de se construire. Le problème est que la société ne nous prépare pas à cette partie. Personne ne prévient qu'après la tempête vient le vide. Cette liberté n'est pas seulement un soulagement, mais aussi un fardeau. Reconstruire une vie n'est pas comme assembler un puzzle avec toutes les pièces en vue, mais comme créer une œuvre d'art sans savoir quel sera le résultat final. Et c'est pourquoi tant de femmes se retrouvent piégées dans ce cycle. Parce qu'il est plus facile de céder à l'illusion qu'il aurait déjà fallu tout surmonter, que le temps se guérit tout seul, que le bonheur est un état permanent et non une suite d'instants. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La guérison n'est pas linéaire. Le bonheur n'est pas une destination, mais un choix quotidien et parfois, le choix le plus difficile est simplement de continuer, même si vous n'en voyez pas la fin. Même quand les doutes chuchotent plus fort que l'espoir. Même quand le cœur pèse plus que la raison. Car au fond, ce que recherchent toutes ces femmes, ce n'est ni une nouvelle relation, ni un retour vers le passé, ni l'illusion d'une indépendance absolue. Ce qu'ils veulent, ce que nous voulons tous, c'est avoir le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Que quelqu'un les voie, les choisisse, les connaisse. Non pas comme une version éditée d'eux-mêmes, non pas comme un trophée ou une réussite, mais tels qu'ils sont réellement, imparfaits, complexes, en constante transformation. Et cela, malheureusement, ne se trouve pas dans une application, ni dans une nuit bien arrosée, ni dans un livre d'auto-assistance. Cela se construit. Lent, douloureux, parfois déroutant. Mais possible. Ce qui nous amène à la question à laquelle personne ne veut répondre, et si le problème n'était pas le divorce, ni les hommes, ni la solitude, mais l'idée même qu'il existe un « après » parfait. Et si la vie après le mariage ne consistait pas à trouver quelque chose de mieux, mais à apprendre à vivre avec ce qui reste? Non pas comme une défaite, mais comme une nouvelle façon d'exister. Non pas comme une seconde chance, mais comme une opportunité de découvrir qui vous êtes quand personne d'autre ne vous regarde. Car, en fin de compte, la plus grande liberté n'est pas de n'avoir besoin de personne, mais de choisir qui mérite d'être à vos côtés. Et le plus grand courage n'est pas d'avancer, mais d'admettre que parfois le chemin le plus difficile est le seul qui en vaut la peine. Avoir besoin de quelqu'un n'est pas une faiblesse. C'est humain. Ce que beaucoup de gens confondent, c'est l'idée selon laquelle combler le vide avec des personnes, des projets ou des distractions est synonyme de force. Construire une vie autour d'amis, d'une carrière ou de passe-temps peut réellement fonctionner, pendant un certain temps. Mais, en substance, c'est comme recouvrir un trou avec du papier, cela maintient la structure, mais ne résout pas la fissure. D'autres, fatigués d'essayer, commencent à s'installer. Après des années de déception, ils baissent leurs attentes. Ils acceptent des relations qui sont suffisantes, même s'ils ne les mènent pas à terme. Ils choisissent la camaraderie plutôt que la connexion parce que la solitude a, après tout, perdu de son éclat. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils échangent un mariage imparfait contre quelque chose d'encore moins profond, une version édulcorée de ce qu'ils avaient autrefois. Il y a encore ceux qui, avec le temps, reconnaissent le poids de ce qu'ils ont perdu. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Cela avait de la valeur. Il y avait un potentiel qu'ils ne savaient peut-être pas explorer avant de décider qu'il était temps de partir. Ce sont ces femmes qui, des années plus tard, envoient un message hésitant, proposent un café, juste pour parler, flirtent avec l'idée de réconciliation. Ils expriment leurs intentions avec de jolis mots, croissance, changement, nous sommes des personnes différentes maintenant. Parfois, ça marche. La plupart du temps, non. Parce que le mal est déjà fait, le temps a passé, et il ne reste que le constat amer, l'herbe de l'autre côté n'était plus verte. C'était juste une autre herbe. Avec ses propres épines, ses propres sécheresses, ses propres tempêtes. Voici la vérité inconfortable que personne n'ose dire à haute voix, le divorce peut être nécessaire. C'est peut-être le choix le plus sain, la seule issue. Mais ce n'est pas la solution au malheur. Il s'agit simplement d'échanger un ensemble de problèmes contre un autre.
Les mêmes conflits qui ont érodé un mariage, le manque de communication, les besoins non satisfaits, les insécurités personnelles ne disparaissent pas avec la signature d'un morceau de papier. Ils vous suivent. Ils apparaissent dans de nouvelles relations, dans les choix que vous faites, dans les schémas que vous insistez pour répéter. La véritable croissance, celle qui transforme véritablement la vie, ne vient pas d'un changement de décor. Cela vient du fait de vous changer. Et ce travail est dur, que l'on soit marié, célibataire ou seul. Les femmes qui prospèrent vraiment après un divorce ne sont pas celles qui plongent tête baissée dans une vie de liberté et de sensations fortes. Ce sont eux qui font face au miroir. Ceux qui analysent leur propre contribution à l'échec de leur mariage. Ceux qui développent une véritable connaissance de soi et une maturité émotionnelle. Ceux qui construisent une vie bien remplie, qu'ils soient accompagnés ou non. Mais c'est rare. La plupart, confrontés à l'inconfort de regarder à l'intérieur, préfèrent la distraction. Vous préférez la frénésie de la phase initiale d'une nouvelle relation, l'agitation constante, la validation extérieure. Tout ce qui vous empêche de garder le silence avec vous-même. Et c'est pourquoi le cycle se répète, avec une précision presque effrayante. Pourquoi les femmes divorcées finissent-elles toujours ainsi? Pourquoi le schéma se répète-t-il avec autant d'insistance? Parce que le divorce, avec toutes ses promesses de liberté et de nouveaux départs, ne change pas qui vous êtes. Cela change les circonstances, supprime les liens, ouvre les portes. Mais cela ne guérit pas les blessures, cela ne résout pas les conflits internes, cela ne transforme personne en une personne différente. Le voyage de l'euphorie initiale au plateau de la réalité, du constat à la résignation, est en fait la cruelle découverte que les changements externes n'engendrent pas de transformation interne. Fuir un problème ne le résout pas. Le travail pour devenir une personne entière, en bonne santé et épanouie est le même, que vous soyez marié ou célibataire. Certaines femmes comprennent cela et font le travail. Ils sortent d'un divorce véritablement transformé, non pas parce qu'ils ont quitté le mariage, mais parce qu'ils ont grandi. Ils deviennent la version d'eux-mêmes qu'ils ont toujours recherchée. Mais beaucoup ne le font pas. Beaucoup tournent en rond, se retrouvent seuls ou dans des relations médiocres, et se demandent comment ils en sont arrivés là. Ils regardent en arrière avec un mélange de regret et de résignation, réalisant trop tard que ce qu'ils fuyaient n'était pas leur partenaire. C'étaient eux-mêmes. C'est la valeur par défaut. C'est pourquoi tant de femmes divorcées se retrouvent dans des situations similaires, confrontées aux mêmes difficultés et posant les mêmes questions. Non pas parce que le divorce est mauvais en soi, mais parce qu'il est incomplet. C'est un changement de décor, pas un changement d'âme. La vraie question n'est pas de savoir si le divorce est une bonne ou une mauvaise chose. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à faire le dur travail de grandir, quel que soit votre état civil. Parce que ce travail, cette véritable transformation, est ce qui change véritablement une vie. Tout le reste n'est qu'une réorganisation des meubles dans une maison qui reste la même.